C'est l'effondrement du macronisme, je crois que c'est assez clair. C'est-à-dire qu'il voulait, je pense que la dissolution avait pour objectif d'élargir sa base et en fait il se retrouve complètement seul, quoi. C'est-à-dire que même Édouard Philippe donc Horizon lâche la majorité, ce qui n'était pas le cas dans les 2 premières années de cette mandature, puisque Horizon faisait partie de la majorité. Et donc ça dit quand même quelque chose d'un effondrement. Et j'ai cette formule que je redis là, mais quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, il avait un boulevard, une autoroute, il se retrouve dans une impasse complète en 7 ans. Ce qui est quand même magistral. C'est un échec magistral, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Bonsoir. Bonsoir, Anaïs Rogemin. On ouvre une nouvelle séquence, une nouvelle étape, évidemment, après ces élections législatives. D'abord, on fait tous campagne. Rappelez qu'on fait tous campagne. On verra quels sont les députés qui sont élus au soir du 7 juillet. Mais oui, il y aura une nouvelle majorité, forcément. Il y aura forcément une nouvelle majorité. D'ailleurs, au fond, ce que nous souhaitons, c'est d'élargir la majorité. Ce qu'on a cherché à faire pendant 2 ans au sein de l'Assemblée nationale, c'était un de mon travail en tant que président de groupe Renaissance, c'est de trouver des majorités qu'on puisse élargir texte par texte. On voit bien qu'on est arrivé aux limites de ce que nous pouvions faire. Et donc, il faut une nouvelle majorité qu'on puisse élargir, faire en sorte que les gens de bonne volonté, sur un axe central, puissent venir travailler avec nous. Moi, je voudrais juste presque une constatation. En 2022, tous les députés qui ont été élus, ils ont été élus pour Emmanuel Macron ou contre Emmanuel Macron. Mais c'est ce qui nous a rendu compliqué la discussion qu'on pouvait avoir avec eux, que je pouvais avoir avec les écologistes avec lesquels j'ai essayé de travailler. Je crois qu'on a réussi à apporter certains textes. Et puis avec les socialistes, avec LR, c'est parce qu'ils ont été élus contre Emmanuel Macron. Et donc là, on voit bien qu'on rentre dans une nouvelle phase. Et cette nouvelle phase, elle est clairement sur la construction d'une nouvelle majorité. Je voudrais rectifier 2 choses. Dans la première mandature d'Emmanuel Macron, il y avait une majorité absolue pour les députés qui, à l'époque, s'appelaient LREM à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale fonctionnait tellement comme un seul homme, selon l'expression concernée, qu'on appelait même les députés macronistes des Playmobil. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait cette espèce d'idée que de toute façon, rien ne se jouait puisqu'il y avait une telle majorité. Là, on en arrive à des prévisions où le nombre de sièges pour Renaissance serait réduite à peau de chagrin. Quand vous dites on a essayé de travailler texte par texte avec des groupes à l'Assemblée nationale, moi je garde en mémoire les textes sur les retraites, les textes sur le chômage, les textes sur le RSA, où aucun de nos amendements n'est passé et où nous n'avons même pas été bénéficiaires, ne serait-ce que d'un petit coup de téléphone pour nous demander si sur tel ou tel amendement il y avait moyen de travailler, ce qui normalement est le travail parlementaire. Et donc, je veux dire, non seulement il n'y a pas eu de volonté de trouver une majorité, et particulièrement pas sur la gauche de Renaissance, mais en plus, il y a eu un mépris permanent de cette gauche, alors même que nous avions des mouvements sociaux dans la rue qui disaient que nous étions quand même en phase avec une partie, en tous les cas, du pays qui était en train de se mobiliser. Je pense notamment à la réforme des retraites. Vous voulez dire qu'ils se prennent le boomerang, là ? Vous prenez absolument le boomerang de la répression de tous les mouvements sociaux. Ça a commencé, à mon sens, ça a commencé par les gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes, les gens qui sont allés sur les ronds-points, demandaient des salaires décents, un travail décent. C'est ça la demande principale qui était formulée par les gilets jaunes. Et la réponse a été une réponse de violence, mais de violence première, j'ai envie de dire. Et là, il y a eu une fracture qui s'est produite. Et après les gilets jaunes, il y a eu les retraites. Après les retraites, il y a eu le chômage. Après le chômage, il y a eu le RSA. Et petit à petit, comme ça, on est allé taper sur des catégories de plus en plus pauvres, de plus en plus vulnérables. Et c'est ça, en fait, le macronisme. C'est vraiment une forme de mépris de classe institutionnalisé dans l'Assemblée nationale. C'est ça, en fait, la vraie difficulté qu'on a au quotidien. C'est-à-dire qu'on a des groupes qui sont, au fond, et les écologistes... Vous dire que je n'ai jamais, moi, à titre personnel, tendu la main qu'on puisse construire ensemble, ce n'est pas vrai, vous le savez parfaitement. Je pense que vous n'avez même pas mon numéro. Le seul point, demandez à votre ancienne présidente de groupe, vous savez très bien. Ah non, mais non. Donc sur le travail parlementaire... Ça veut dire, pardon, qu'on comprenne bien, vous considérez qu'ils ont été arrogants ?
Mais c'est plus qu'arrogant, c'est-à-dire qu'ils ont été violents socialement. Et en fait, on se prend ça aujourd'hui en boomerang, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de deux pôles qui se lèvent. D'un côté, un pôle nationaliste sur lequel on reviendra, et qui est une forme de réponse par l'honneur, en quelque sorte retrouvée nationale, et nous qui répondons par la question sociale profondément et par la solidarité. Répondez à ça précisément, Sylvain Maillard. Non mais je pense là, il y a que des mots utilisés en disant au fond c'est toujours la faute des autres. Moi je vais vous dire une chose, j'ai vécu pendant ces 2 dernières années à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on a pu voir? D'abord, une NUPES où les écologistes en permanence étaient à la remorque de la France insoumise. Ils le sont encore maintenant, à la remorque de la France insoumise. Et au fond, organiser le bordel constant pour que ce soit un endroit où, moi j'ai encore aujourd'hui, on me dit c'est insupportable de regarder les débats parlementaires. C'est ça qu'a organisé la NUPES pendant 2 ans. Et puis, plus généralement, à chaque fois que nous avons des positions et qu'il y a des débats dans la société, le débat par exemple très récemment sur la loi immigration, les groupes écologistes, mais la NUPES en général, renvoient toujours les positions que nous prenions, exactement la même chose que le Rassemblement national. En réalité, vous savez quoi? En réalité, vous avez conforté dans votre attitude et dans vos propos le Rassemblement national. Vous les avez installés tranquillement. Et c'est ça que... Non, mais je vous le dis très sincèrement, et j'en suis désolé, parce que sur le fond, ils ont le boulevard que vous avez dit, vous avez créé le boulevard. Expliquez bien l'accusation. Expliquez bien l'accusation. Pourquoi est-ce que, selon vous, c'est le camp, disons, de Mme Rousseau qui aurait crédibilisé le RN? Pourquoi? Ils avaient l'air raisonnables dans l'Assemblée nationale. Au fond, ils se comportaient normalement, ils ne criaient pas en permanence. Et sur les thématiques qui sont les thématiques des Français, il y a plein de thématiques sur lesquelles on doit travailler. Et parfois, il y a des décisions difficiles à prendre. Vous savez, quand on fait la réforme des retraites, c'est une décision difficile. Moi, c'est pas un plaisir de faire travailler plus longtemps les gens. Sauf que comment on fait pour financer les retraites et comment on fait pour financer notre modèle social si nous ne travaillons pas plus? La réponse sur la crédibilisation du RN. Et donc, au fond, toujours dire renvoyer la majorité présidentielle égale au Rassemblement national, vous les avez crédibilisés. Ça, non seulement j'ai du mal à l'entendre, mais ça renvoie à une autre caractéristique du macronisme, qui est l'absence de remise en question systématique. Et ça, je pense qu'à un moment, vraiment, ça pose quand même une question. Et d'ailleurs, je pense qu'une partie de l'explication de la dissolution vient du fait qu'il y avait une défaite aux européennes et qu'en fait, Emmanuel Macron, intuitu personné, n'a pas accepté cette défaite, et donc ça l'a encouragé, je pense, à faire cette dissolution. Sur le Rassemblement national, je rappelle que quand Emmanuel Macron a été élu la première fois, il y avait 8 députés du Rassemblement national dans l'hémicycle. 8. Là, dans les projections qui sont faites, il y en aurait au minimum 200 et peut-être entre 200 et 300. C'est-à-dire, il y a quand même un tout petit peu de modestie à avoir sur ce qui s'est produit. Alors oui, nous avons agité l'Assemblée, je n'ai pas de doute là-dessus, et j'ai eu aussi des retours de personnes qui m'ont dit que sans doute les débats avaient été trop houleux à leur goût. Très bien. Pour autant, nous avons défendu des valeurs sans jamais mollir, sans jamais faillir sur ces valeurs tout au long de ces 2 années. Et la politique, des fois, évidemment, enflamme les esprits, et l'hémicycle lui-même est fait pour enflammer les esprits. Ce que je veux juste dire, c'est que des fois, il y a des débats qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui sont d'une violence inouïe. Moi, je garde un souvenir extrêmement fort du moment où on a discuté du RSA dans l'Assemblée nationale, et où la loi qui était présentée par votre gouvernement était d'offrir la possibilité de supprimer le RSA, c'est-à-dire des gens qui vivent avec 600 €, de les mettre à 0 € parce qu'ils n'auraient pas rempli un certain nombre de conditions, sans prise en compte de leur état de santé, de leur état de famille, etc. Et moi, je me souviens, et je termine, pardon, juste là-dessus, mais je me souviens de ce moment en commission des affaires sociales où vos députés levaient la main presque avec désinvolture, alors qu'on était en train de parler de donner 0 € à des gens pour vivre. Et ce moment-là, je peux vous le dire maintenant vraiment en face, était un moment d'une violence sociale. Alors oui, il n'y avait pas de cri à ce moment-là dans l'Assemblée nationale, mais la violence de cette mesure-là était inouïe à ce moment-là. Et vraiment, c'est cela que vous payez aujourd'hui, et je voudrais que vous l'entendiez. Jusqu'où peut aller la mise en cause du président de la République en tant que président de la République? Diversité des points de vue. Écoutez, l'autre camp, c'est celui de Marine Le Pen qui prononçait ce mot de démission.
Quand il y a un blocage politique, quand il y a une crise politique, il y a 3 possibilités. Voilà. Il y a le remaniement, il y a la dissolution ou il y a la démission du président. Bon. Le remaniement, pour le coup, dans cette circonstance, ne m'apparaîtrait pas extrêmement utile. La dissolution vient d'être opérée, elle n'est plus possible pendant 1 an. Il ne restera donc au président que la démission pour sortir potentiellement d'une crise politique. C'est un constat, c'est pas une demande. Il fera exactement ce qu'il veut et ce que la Constitution lui donne liberté de faire. Sandrine Rousseau, Sylvain Maillard, au-delà des appartenances politiques sur le principe, est-ce que vous estimez qu'effectivement, selon le résultat du deuxième tour, le rôle même d'Emmanuel Macron sera mis en cause? D'abord sur le constat. Tout à l'heure, vous dites l'arrogance d'Emmanuel. Non, mais c'est important. Avançons, si vous permettez, parce qu'on a eu les 2 points de vue, mais sur il y a quand même. Pardon de redire, le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale suite à des mauvais résultats aux élections européennes. Je crois que c'est un acte extrêmement fort, d'ailleurs qu'on peut discuter, mais c'est un acte extrêmement fort en disant je remets le mandat entre les mains de nos concitoyens. Si ça, vous appelez ça de l'arrogance, bah écoutez, honnêtement, moi je pense que c'est un acte extrêmement fort. On peut discuter sur sa pertinence, mais en tout cas, dire, au fond, c'est les citoyens qui décident. Au-delà de ça, le 30 juin et le 7 juillet, là, c'est nos concitoyens qui vont décider ce qu'ils souhaitent. Ça, c'est sûr. Le problème, il n'est pas le cas de ce qui va se passer pour le président de la République. Il est quelle majorité pour gouverner le pays? Et il y a des choix très clairs qui se font entre un bloc d'extrême droite, un bloc d'extrême gauche et un bloc central. C'est-à-dire, comment qualifiez-vous ceux qui appellent à sa démission ou qui disent en tout cas que c'est une hypothèse, s'il y a blocage? On peut discuter de tout. Là, oui. Pour le moment, on est dans des élections législatives. C'est un moment fort de mandat, un moment fort. Nous jouons, Sandrine Rousseau comme moi-même, nos mandats. On cherche que le concitoyen vote pour nous. Donc d'abord, c'est le moment fort de construire une majorité. Démission et cette majorité-là, elle doit, j'espère, on va essayer de la construire pour qu'au 7 juin, on puisse gouverner. Alors vous dites hors sujet. Après, le président de la République l'a toujours dit. Il ira jusqu'en 2027, il a un mandat jusqu'en 2027. Très bien, donc vous dites hors sujet. Et vous ? Moi, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron a quand même suivi beaucoup les préconisations du Rassemblement national depuis le début, donc il ne me semble pas complètement incertain qu'il aille jusqu'au bout. Mais là, en fait, moi, la question que je me pose, c'est il a fait preuve depuis son premier mandat, depuis sa première élection, d'une telle incapacité à entendre l'altérité, à travailler avec des oppositions, à être dans quelque chose de l'ordre du travail en commun avec des gens qui n'ont pas son point de vue. Que comment cela va-t-il être possible pour lui d'être dans une cohabitation, puisque c'est quand même une cohabitation qui se dessine. Est-ce que ce sera le Front populaire ou le Rassemblement national? Évidemment, je souhaite que ce soit le nouveau Front populaire, mais comment va-t-il réussir à gérer cela alors qu'à chaque fois qu'il a été confronté à des avis divergents, à des positions divergentes, il a été dans l'incapacité d'entendre. Je rappelle qu'au moment du mouvement des retraites, les syndicats n'ont jamais été reçus par le gouvernement. C'est quand même incroyable parce que c'était un mouvement social d'une ampleur inédite puisqu'il n'y avait pas eu cela depuis 1968. Dites-vous, si vous pouvez répondre, c'est un débat, vous pouvez vous répondre si vous voulez. C'est pas vrai, Sandrine Rousseau. Non, les syndicats ont été après le 49-3. Non, pendant toute la période. Je ne vous laisserai pas dire ça. Honnêtement, je l'ai vécu cette période, ce n'est pas vrai. Il y a eu des moments extrêmement tendus entre les syndicats, mais le fil n'a jamais été rompu. Et quand il a été compliqué de discuter, jamais reçus à Matignon. Quand il a été extrêmement difficile, c'est vrai que les conversations téléphoniques ont été nombreuses, mais après il y avait une discussion et un point de non-retour où l'ensemble des revendications, c'était il fallait abroger absolument cette réforme. Donc je vous entends dire, oui, est-ce que c'est compliqué quand vous êtes un pouvoir de composer avec ses oppositions? Oui, c'est vrai. Dont acte, vous avez raison. Ça s'appelle la démocratie. Vous avez raison, c'est compliqué. C'est aussi compliqué. Problème avec ça, vraiment. C'est compliqué aussi quand vous avez des oppositions qui ne sont pas des oppositions qui veulent construire, qui sont toujours contre, et qui, au fond, quand tout à l'heure vous dites, mais s'il m'avait pris quelques amendements, mais attendez, j'aurais rêvé de pouvoir discuter avec les uns et les autres sur des textes en disant, en fonction du nombre d'amendements, on puisse voter, avoir un vote final à la fin. Mais vous savez bien à quel point c'est extrêmement difficile. Regardez sur la loi fin de... C'est un des problèmes d'ailleurs, c'est un des problèmes dans notre, pardonnez-moi, juste, c'est un des problèmes d'ailleurs peut-être dans notre démocratie. En France, nous avons, moi je suis beaucoup en Allemagne, je vois que c'est beaucoup plus facile de construire, moins difficile de construire des coalitions. C'est vrai que c'est pas notre culture politique.
politique. Probablement Sur la là-dessus, loi d'ailleurs c'est fin ce de qu'attendent les vie. Français, c'est qu'on le fasse plus, c'est ce qu'on veut faire avec une majorité élargie. Sur la loi fin de vie, il y avait Catherine Vautrin qui a essayé de dialoguer avec les oppositions. Ça s'est passé de manière très différente. Donc ce que vous dites n'est pas vrai. Il n'y avait pas de postulat d'opposition. Il y avait la volonté de travailler pour le pays. Et pour autant, vous n'avez jamais voulu entendre que nous portions des positions qui pouvaient être différentes des vôtres. Et c'est aujourd'hui que cette chose-là explose. Et c'est pour cela que vous finirez seul, puisque vous n'avez pas accepté d'entendre les autres. Mais moi, je vais vous dire, ça m'inquiète. C'est-à-dire que je ne me réjouis pas de la situation. Je me réjouis évidemment de l'opportunité que nous avons de gagner et du coup de pouvoir transformer la vie des Français et Françaises et vraiment de faire un pacte social avec eux. Mais je ne me réjouis pas de la déliquescence dans laquelle vous laissez notre démocratie actuellement. Alors, est-ce qu'il y a un extrême, deux extrêmes, un danger, deux dangers? Écoutez Gabriel Attal, lui il dit il y a deux extrêmes, à la fois le RN et le Front Populaire, le RN et LFI, en tout cas il les renvoie dos à dos, vous allez pouvoir réagir à son propos. Ces élections législatives, c'est moins de la politique que la République. C'est la République qui se joue. On le voit, il y a aujourd'hui 3 blocs. 2 blocs d'extrêmes qui s'alimentent les uns les autres parce qu'ils carburent tous sur les divisions entre les Français. Tous sur la stigmatisation d'une partie des Français. Pas les mêmes à chaque fois, mais ils parient tous sur l'idée que le peuple français peut être désuni, que le peuple français peut se dresser les uns contre les autres, que la haine serait un carburant électoral. Nous sommes là parce que nous refusons ce qui s'appuie sur les divisions des Français. Sandrine Rousseau, Gabriel Attal vous accuse, pas vous seul, il dit vous carburez à la haine les deux extrêmes et il dit vous alimentez l'un à l'autre. Votre réponse? Alors déjà, je voudrais dire que nous ne sommes pas extrêmes, c'est-à-dire nous sommes un bloc de gauche, un bloc composite de gauche. Et je rappelle que François Mitterrand a été qualifié d'extrême gauche. Donc ça relativise quand même, c'est-à-dire que dès que la gauche arrive, on a tendance à la qualifier d'extrême parce que manifestement, elle fait peur sur la solidarité qu'elle entend mettre en place et sur la redistribution qu'elle entend mettre en place. Là, en l'occurrence, quand j'entends que nous agitons et que nous dressons les Français les uns contre les autres. Encore une fois, ce n'est pas nous qui avons fait des mesures pour mettre les personnes qui sont au chômage dans la difficulté et dans la contrainte pour les obliger à prendre le premier emploi qui se présentait. Ce n'est pas nous qui avons supprimé des critères de pénibilité sur le travail. Ce n'est pas nous qui avons refusé de prendre de manière responsable la question du réchauffement climatique. Donc en fait, c'est pour ça que les gens votent le Rassemblement national. Hein. À chaque fois que l'on fait ça, on se dit qu'il y a une espèce de guerre aux pauvres qui est vraiment une marque macroniste et que cela profondément divise les Français. C'est pas ça la question que vous avez posée, pardon. La question, elle est, vous vous rendez compte que vous avez réussi à trouver un accord en 3 jours avec la France Insoumise, plutôt que vous dire, essayons de discuter et trouvons un accord avec le Parti Socialiste et avec la majorité présidentielle. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, vous préférez travailler. Vous dites, François Mitterrand a été traité d'extrémiste, d'extrême gauche. Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est égal à François Mitterrand? Je pense qu'à chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, dès que Jean-Luc Mélenchon siffle la fin de la récréation, tout le monde revient. Après avoir dit pique-pendre, parce que je sais que les relations sont extrêmement tendues les uns avec les autres. Il suffit qu'il siffle la fin de la récréation et tout le monde revient pour avoir des places. Et en fait, attendez, je voudrais juste terminer. Je vous ai pas interrompu. Si. Gabriel. Non, je vous ai laissé parler. Je pense très largement. Gabriel Attal dit une chose très simple. Oui, c'est la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, tout à l'heure, je regardais une émission de chez vos confrères qui dit « Je gouvernerai ». Il y a un bloc d'extrême gauche. Pour vous, LFI est aussi dangereux est aussi dangereux que le RN de votre point de vue. Mais les deux sont extrêmement dangereux. Et que cette NUPES réinventée, elle est menée largement par la France Insoumise. La France Insoumise, un mouvement qui est d'extrême gauche, raciste parfois, et antisémite toujours. Et donc là-dessus, moi je ne comprends pas. D'ailleurs, vous êtes la première à l'avoir dit récemment que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Et pourtant, vous avez préféré trouver un accord immédiatement avec lui plutôt que venir discuter avec nous. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors déjà, je voudrais rectifier quelque chose parce que vos propos sont inadmissibles et je le pose.
personne ne siffle personne, et particulièrement pas nous, et particulièrement pas moi, je vais vous dire. Donc là, que ça soit extrêmement clair, nous avons fait un accord sur la base d'un programme qui regroupe les différentes composantes de la gauche. Je sais que c'est un mot qui est difficile pour vous à entendre, mais c'est pour cela que nous n'avons pas fait avec vous, parce que précisément toutes les mesures que vous avez portées jusqu'à présent ne témoignent d'aucune espèce de sensibilité ou de même compréhension de ce que peut être la solidarité. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que oui, nous avons fait cet accord sur une base programmatique qui est une forme de vraiment... alors, je parlais de pacte social tout à l'heure, je pourrais parler de l'écologie et de la responsabilité que nous avons. Mais oui, la gauche a été responsable. Madame, et je voudrais dire que j'en suis extrêmement fière. C'est-à-dire que nous avons, dans cette situation d'instabilité démocratique et d'instabilité institutionnelle, nous avons pris nos responsabilités pour faire en sorte que nous soyons un bloc uni qui soit en capacité de prendre le pouvoir et de changer la vie des Français pour arrêter l'instabilité. Madame, vous avez préféré Jean-Luc Mélenchon à Gabriel Attal. C'est très clair. Quand Sylvain Maillard a eu tout à l'heure ces mots, il dit, vous parlez de LFI, n'est-ce pas, et vous dites raciste parfois, oui, antisémite toujours. Votre réponse là-dessus? Mais c'est scandaleux. Sur votre allié, le LFI, vous le pensez? Cela, c'est vraiment... c'est scandaleux de dire le mot raciste pour LFI. C'est scandaleux. De même que c'est scandaleux de dire antisémite pour LFI. Qu'il y ait eu des propos qui n'aient pas été corrects, je l'ai moi-même dit. Et je le repose ici et je le reposerai à chaque interview où on me posera la question. Dire que le mouvement en lui-même est antisémite, non seulement c'est une erreur politique d'analyse, mais en plus c'est extrêmement dangereux que de le poser comme ça. Je vois bien la stratégie politique que vous avez derrière. C'est pas une stratégie. Si, c'est une stratégie politique qui consiste à écarter comme ça, en disant les extrêmes. J'ai regardé votre clip de campagne, je pense que Gabriel Attal dit à peu près 10 fois les extrêmes. Et comme ça, vous vous positionnez en un espèce de centre raisonnable. Il n'y a pas de centre raisonnable qui dénie la crise climatique, il n'y a pas de centre raisonnable qui dénie la crise sociale. Et par ailleurs, le mouvement LFI n'est ni antisémite ni raciste, et c'est même diffamatoire que de le poser. La réplique là-dessus quand vous dites regardez là-dessus sur raciste et antisémite. La campagne sur les élections européennes qui a été portée par la France Insoumise. Tout le monde a la réponse. Je n'ai même pas besoin d'en rajouter. Tout le monde a la réponse. Et même pour vous-même et vos alliés, on dit à quel point elle a été très largement antisémite. Et vous savez bien, avec ces deux ressorts antisémites, avec la France Insoumise qui est installée comme un... Je vais terminer. Juste comme un groupe avec une organisation communautaire qui met les communautés les unes à côté des autres, qui n'est pas notre tradition. Et vous, c'est la communauté des financiers. Je suis très surpris la communauté des marchés. que vous ne dites pas à un moment, est-ce qu'on ne peut pas avoir une alliance autre qu'avec la France Insoumise? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Mais la question, c'est vraiment, est-ce qu'on pose dans le débat français le fait que défendre la population civile de Gaza en disant que ce qui se passe là-bas atteindre quand même des limites qui ne sont pas acceptables par la communauté internationale. Est-ce que cela est inaudible par vous? Ne pas reconnaître le Hamas comme un mouvement terroriste, c'est le 7 octobre. Ils l'ont reconnu dans le programme. Ils ont reconnu que le Hamas... Je sais, votre position, ne les défendez pas, ça ne sert à rien. Non. Ils ont reconnu dans le programme du Front populaire le caractère terroriste de l'attaque du 7 octobre. Et je remercie cela parce que c'est une clarification qui était nécessaire.